Nous allons commencer ce troisième webinaire MENNUM BFC sur l'accessibilité aux services de l'inclusion numérique en partenariat avec PictoAccess, Urbilog, le Tech Lab, APF France Handicap. Quelques règles d'or avant de commencer ce webinaire. Les micros et les caméras sont coupés automatiquement par Zoom. Pour poser vos questions, vous pouvez c'est directement via le petit onglet au milieu de l'écran questions-réponses. Nous les notons tout le long du webinaire et un temps sera consacré à la fin de celui-ci. Pensez à indiquer vos noms et prénoms sur votre profil Zoom pour que nous puissions vous retrouver. Nous avons mis à disposition un pad avec les noms et emails des intervenants. Vous pouvez retrouver, nous allons vous partager le lien via les questions-réponses. Et voici le lien. Ce webinaire est entièrement enregistré et sera disponible en replay sur le site internet de mennum-bfc.fr. Et à la fin du webinaire, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction. Merci à vous. Pour commencer ce webinaire, je vais laisser la parole à Gilles Delamarche, le directeur du GIP Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté, pour présenter la structure. Gilles. Merci Sarah. Bonjour à tous. Un grand merci pour votre participation et votre fidélité. Le projet MENNUM Bourgogne-Franche-Comté est pleinement intégré au programme d'activité et nous tenons à le signaler, je tiens à le signaler, au programme d'activité du groupement d'intérêt public Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté. Cette politique de médiation et d'inclusion numérique nous tient à cœur. C'est une vraie politique de service public. Sans plus tarder et avec l'accompagnement de l'équipe MENNUM que je salue, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire qui est consacré aux questions d'accessibilité au service de l'inclusion numérique. Donc, sans plus tarder et avec l'accompagnement de l'équipe MENNUM, je propose que l'on donne le go. Merci Gilles. Alors avant toute chose, je souhaite vous présenter la série de webinaires MENNUM BFC dans notre rôle d'animation du réseau des acteurs de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons créé une série de webinaires. Le premier webinaire était sur la présentation du label régional de la médiation numérique le 23 février dernier. Nous en avons fait un deuxième en avril avec l'équipe PIX sur les services PIX au service de l'inclusion des lieux de médiation numérique. Et enfin, tous ces webinaires, si vous les avez ratés, sont disponibles sur notre site internet en replay. Et nous avons donc aujourd'hui décidé de faire un webinaire sur l'accessibilité au service de l'inclusion numérique. Alors pourquoi un webinaire sur l'accessibilité numérique? Parce qu'aujourd'hui, ça concerne 9,6 millions de Français. Et aujourd'hui, seulement 5% des sites internet et 12% des démarches en ligne sont accessibles. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter des services et des astuces pour que ce soit accessible à tous. Ensuite, dans notre objectif d'animation, nous avons créé une série d'open badges sur les webinaires MENNUM BFC. Alors, qu'est-ce qu'un open badge? Un open badge, c'est une image numérique où sont enregistrées des informations numériques, des métadonnées. Et c'est en fait une déclaration numérique relative à vos expériences, à vos compétences, à vos engagements et les valeurs et les participations à des projets que vous faites ou à des événements comme celui-ci. Donc, vous avez la chance, à la fin de ce webinaire, de gagner un open badge. Voilà, ça c'est pour le petit côté sympa. Au programme de cette heure et demie, donc tout d'abord, nous allons vous présenter l'action Indie de l'APF France Handicap. Ensuite, nous aurons un point sur l'accessibilité numérique, pourquoi et comment, avec Urbilog, la technologie au service du numérique avec le Tech Lab, et enfin la valorisation de l'accessibilité avec PictoAccess. Et enfin, nous consacrerons une vingtaine de minutes à la fin de ce webinaire pour vos questions et vos réponses. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Romain Deporte, chef de projet mécénat et communication pour APF France Handicap, qui va nous présenter l'action Indie.
Merci, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, Bonjour Romain. au lieu de vous représenter Indy, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, je pense qu'on peut le synthétiser avec une petite vidéo. C'est notre démarche à APF France Handicap Bourgogne-Franche-Comté pour l'inclusion du numérique, où on place la personne en situation de handicap en tant qu'accompagnatrice aussi, pour changer un peu tout simplement. Voilà, donc moi je propose qu'en fait on passe cette petite vidéo qui résume le tout et ensuite vous aurez l'ensemble des intervenants en plus qui m'ont permis à moi aussi et à l'ensemble des acteurs APF France Handicap de mener ce projet parce qu'ils ont tous des solutions très innovantes qui marchent, qui fonctionnent par l'usage et pour l'usage et dans l'usage comme vous voulez. Donc voilà, tout simplement, j'introduis cette petite vidéo et après je vous laisse voir le reste. Merci Romain pour cette vidéo. Si vous avez des questions à poser à Romain, vous pouvez directement les inscrire dans les questions-réponses. Et si vous avez encore plus de questions, vous pouvez retrouver ces coordonnées dans le pad que nous avons partagé, que Corinne a partagé dans la discussion. Et je précise juste que, Vas-y. en parlant d'inclusion, cette vidéo, elle n'est pas totalement complète puisqu'il manque la voix off qui précise ce qu'il y a dessus pour non seulement les non-voyants et les malvoyants. Donc, c'est ajouté incessamment sous peu et je m'en excuse d'avance. Simplement, c'était une vidéo qui présentait à la fois l'accompagnement par des personnes en situation de handicap au numérique et les audits Picto Access qui vont vous être présentés juste après dans le webinaire et les mallettes du Tech Lab. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous verrez dans ce webinaire, mais en attendant la voix off, je m'en excuse. Et du coup, pour présenter l'accessibilité numérique, pourquoi et comment, je vous présente Mathieu Froidure, qui est le président d'Urbilogue et de l'entreprise adaptée Compétences avec un H. Bonjour Mathieu. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Nickel. J'allais effectivement faire la petite remarque sur l'audio description de la petite vidéo, mais c'est bien d'y avoir pensé. Alors du coup, Mathieu Froidure, je suis un des dirigeants de deux sociétés. En fait, la première s'appelle Urbilogue, qui est spécialisée sur l'accessibilité numérique. En fait, on travaille aujourd'hui avec des grands groupes et avec des structures, on va dire, des municipalités, du gouvernement, des ministères, pour faire en sorte d'améliorer l'accessibilité de leur site internet, de leurs applications RH, de leur site intranet. Et la deuxième société, qui s'appelle Compétences, travaille toujours sur le monde du handicap, mais cette fois-ci de manière différente, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte d'intégrer le handicap dans l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise adaptée qui travaille sur les métiers du numérique. Donc, les deux mots-clés au sein des deux structures sont le numérique et le handicap. Et donc, nous visons à améliorer l'utilisation pour tous de ce formidable outil qu'est le numérique, à la fois au travers de l'accessibilité et également au travers des personnes en situation de handicap qui travaillent aujourd'hui tous sur des métiers du développement, par exemple, informatique et ce genre de choses.
L'idée pour moi ce matin, c'est de vous présenter ce qu'est l'accessibilité numérique. C'est souvent un gros mot, on ne sait pas forcément ce que c'est. On s'imagine beaucoup de choses, on s'imagine que c'est compliqué, on s'imagine que on n'y arrivera jamais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est à qui s'adresse l'accessibilité numérique. On a entendu tout à l'heure un chiffre, 9,6 millions de personnes qui pourraient bénéficier de l'accessibilité numérique. En fait, globalement, les chiffres sont souvent un peu plus élevés que cela parce que l'accessibilité numérique, ça va toucher toutes les personnes qui sont en situation de handicap, mais ça va aussi toucher des personnes qui ont des difficultés à utiliser les services numériques. L'un des mots-clés que l'on a dans le domaine de l'accessibilité numérique, c'est la simplicité. Au plus votre interface digitale est simple et au plus vous allez amener des personnes à pouvoir adhérer, on va dire, à l'ensemble des informations et des services qui sont promus par les espaces numériques. Donc ça, c'est vraiment important qu'il faut de bien comprendre que ces espaces numériques aujourd'hui sont des formidables opportunités. Mais comme on l'a indiqué juste avant, c'est souvent déceptif parce qu'on a régulièrement des barrières qui nous sont apposées quand on parle d'accessibilité numérique. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples concrets pour vous donner, on va dire, à la fois en termes de population et en termes d'expérience utilisateur, de c'est quoi réellement l'accessibilité numérique. Parce que si vous n'avez pas, comme moi, au quotidien, la possibilité d'utiliser des synthèses vocales parce que je suis aveugle, et ben, vous vous demandez à quoi ça correspond l'accessibilité. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que l'accessibilité permet en fait à des personnes qui sont soit privées de la vue, soit privées de l'ouïe, soit privées d'une certaine capacité de manipulation, notamment de la souris par exemple, ou du clavier, de pouvoir interagir comme bon leur semble avec ces outils. Et c'est par exemple de pouvoir utiliser les environnements bancaires. Vous avez vu, il y a quelques années, les environnements se sont sécurisés et on a vu apparaître des claviers virtuels sécurisés. Ces fameux tableaux de chiffres sur lesquels vous avez en fait des informations et pour lesquels il vous faut cliquer sur ces chiffres qui correspondent à votre mot de passe. Et évidemment, cette présentation est aléatoire, ce qui veut dire que si vous n'avez pas la vue, mais si vous n'avez pas la souris, ça devient très compliqué d'utiliser ces services. En fait, l'idée, c'est vraiment de parler d'inclusion. Parce que tout le monde a besoin d'avoir un compte bancaire, tout le monde a besoin d'accéder à des services en ligne, tout le monde a besoin aujourd'hui de pouvoir acheter. On va dire qu'on va se distinguer en deux catégories. On est à la fois des consommateurs, et donc on va viser là tous les services qui vont nous aider à acheter. Et ça peut être aussi l'achat de tout ce qui est services alimentaires et ce genre de choses. Mais on va bientôt être des citoyens, on va s'exprimer devant tous, devant le peuple pour savoir qui on va élire. Et aujourd'hui encore, en 2021, je me retrouve à devoir choisir entre des papiers et d'autres papiers. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, rien n'est fait en France pour qu'on puisse voter de manière électronique. Parce que jusqu'à ce que l'on nous permette le vote électronique, aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement, étant aveugle, de choisir, donc de préparer un papier ou un autre papier pour pouvoir voter. L'inclusion via le numérique, c'est tout ça. C'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément des capacités, et toutes les capacités, de pouvoir vraiment être des vrais citoyens et être des vrais consommateurs. Et en fait, on a tous cette envie, sauf que pour certains, c'est plus compliqué que d'autres. Et l'idée de l'accessibilité, c'est justement de permettre à ces populations de pouvoir s'intégrer. Alors, à s'intégrer à 3 niveaux. Dans la vie sociale, tel qu'on vient de l'évoquer, dans la vie culturelle, accéder à tout ce qui est le monde de la culture d'aujourd'hui et pouvoir notamment accéder à l'éducation. Et aussi, parce que c'est une clé quand même dans notre vie, c'est d'accéder à la vie professionnelle. Quand on parlait d'accessibilité, on parle souvent de sites internet, on parle souvent d'applications mobiles et ce genre de choses, mais c'est aussi tous les outils qui sont au sein de vos organisations et qui permettent de poser les congés, qui permettent d'avoir accès à la formation, qui permettent d'avoir des informations sur la structure. C'est tous les intranets et les services internes que vous avez et qui sont aujourd'hui de plus en plus digitalisés. Donc l'idée vraiment à qui s'adresse l'accessibilité, en fait, elle s'adresse à un large public. Et souvent, on a tendance à se restreindre à
aux personnes qui sont en situation de handicap. Mais je vais vous raconter juste l'histoire de 2 produits que vous connaissez tous, que vous utilisez tous les jours et qui, au départ, ont été conçus pour le monde du handicap et exclusivement pour le monde du handicap. Et je vais citer la télécommande, qui a été développée au départ pour des personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, et le SMS, qui initialement a été développé pour des personnes qui étaient sourdes. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on ne se passerait ni de l'un ni de l'autre. Donc voilà, l'idée vraiment pour moi de savoir qui sont destinataires de cette fameuse accessibilité numérique, en fait, c'est tout le monde. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, au plus vous pouvez permettre on va dire à l'ensemble des personnes d'accéder à vos services, et au plus ces services à la fois vont être consultés et vont être populaires. Parce qu'évidemment, si je reprends un petit exemple comme des navigateurs et des moteurs de recherche, les moteurs de recherche aujourd'hui intègrent la notion d'accessibilité, c'est-à-dire qu'au plus vos services sont accessibles et au plus vous allez être visible sur Internet. Donc voilà un petit peu en termes de population. Alors aujourd'hui, on a, on va dire, un écosystème on va dire juridique dans lequel on se trouve. En France, vous avez des référentiels. Alors le référentiel français s'appelle le RGAA. Alors c'est un peu compliqué. On a toujours des sigles compliqués en France. Ça signifie le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Et ça permet, on va dire, à tous de connaître comment, on va dire, comment il faut faire pour rendre accessible. C'est un jeu de règles. Hein. Alors, heureusement, la France, qui a pendant un certain temps a été un petit peu différente des autres pays, on va dire, s'est dotée maintenant d'un référentiel qui est stricto sensus la même chose que le référentiel international. Donc, ça veut dire que quand en France, on travaille sur l'accessibilité numérique, en fait, vous travaillez aussi pour tous les autres pays, alors notamment les pays européens, mais aussi les pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni qui vient de sortir de la communauté européenne, mais pour d'autres pays qui ont leurs propres règles. En fait, la règle internationale s'appelle les WCAG. Alors, je vous ferai grâce de ce que ça veut dire exactement, mais c'est un référentiel d'accessibilité numérique qui est au niveau international. Et notre référentiel français, en fait, s'applique à toutes les structures publiques, mais aussi à toutes les grandes sociétés. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence depuis 2 ans, où on a un décret d'application qui stipule que à la fois les services publics, les services de délégation de services publics et les services, les grandes entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires doivent avoir des sites accessibles. Et c'est ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que cette démarche-là, c'est une démarche qui, petit à petit, va permettre un mouvement. On l'a vu arriver avec le RGPD. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de sites qui sont compatibles avec le RGPD. Et ben, l'accessibilité, c'est un petit peu le même principe, sauf que ça, en tout cas pour les entreprises, ça a un vrai potentiel d'intérêt parce que ça permet en fait soit de vendre plus, ou soit en fait d'avoir plus de personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Et cette notion d'usage est vraiment hyper intéressante. Au-delà du référentiel, il faut bien comprendre que vous avez des vrais utilisateurs derrière. Et ces vrais utilisateurs, en fait, dans leur vie du quotidien, ont vraiment besoin que vous leur donniez accès à ces informations et à ces services pour permettre tout simplement de vivre normalement. On a vu avec le Covid qu'on était tous privés d'une certaine partie de nos libertés, et notamment le pouvoir se déplacer pour, on va dire, au-delà de X kilomètres pour acheter ce genre de choses. Donc, on s'est fait massivement livrer. Étonnamment, moi qui suis dans une situation de handicap depuis longtemps, c'était une démarche que je faisais avant. Et bien souvent, on est bloqué, soit parce que les sites ou applications ne sont pas accessibles, ou soit parce que, et ça c'est hyper important, elles ne le demeurent pas dans le temps. C'est une démarche qui est essentielle de pouvoir la présenter dans la durée. J'ai un bon exemple. Alors, c'est un exemple un petit peu étonnant parce qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'une société américaine qui n'est pas du tout philanthrope à l'origine puisse être vraiment une société qui favorise l'accessibilité. Je vais parler d'Apple 2 secondes, juste pas pour dire que ils sont géniaux et qu'ils font plein de choses superbes. C'est vraiment pas là mon propos. C'est juste pour dire qu'il y a 10 ans, Apple a ouvert à tous les possesseurs de smartphones de leur marque de pouvoir utiliser leur outil. Parce qu'ils ont permis notamment aux personnes déficientes visuelles, comme moi, aux personnes aveugles, de pouvoir interagir avec une interface complètement vocalisée. Et ça fait 10 ans qu'ils nous maintiennent le service. Et donc, le réflexe, en fait, pour des personnes comme moi, c'est de se dire pourquoi je vais aller chercher ailleurs ce que je trouve très bien dans un service qui, en plus, depuis 10 ans, perdure. Et c'est ça le vrai intérêt de
ces outils-là, c'est qu'en fait, grâce à ces outils, on a de plus en plus la capacité d'aller chercher les informations que l'on trouve sur les sites internet ou sur les applications mobiles. Parce que si je parle d'outils, on va pouvoir reprendre par exemple ce qu'on appelle des synthèses vocales par rapport à des personnes qui sont déficientes visuelles. Alors vous avez des synthèses vocales qui sont totalement gratuites dans le monde Windows. Alors, il y en a au nombre de 2 qui sont présentes. NVDA, qui est un outil gratuit et qui a été développé notamment par un consortium australien et qui aujourd'hui est massivement utilisé par un grand nombre de personnes qui sont aveugles. Alors, vous avez un autre outil, alors lui qui est payant, mais qui était historique, qui nous permettait, il y a déjà 20 ans, de pouvoir accéder, on va dire, à l'environnement Windows, qui s'appelle JAWS. Et vous avez en fait sur Apple, mais également sur Android aujourd'hui, des outils qui permettent, alors je parle notamment de la des populations aveugles et malvoyantes, de pouvoir accéder à ces outils. Mais bien au-delà, en fait, vous avez énormément d'outils qui sont utilisables, et je pense que Sébastien pourra nous en faire une petite démonstration au plus tard. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui sont destinés à des publics en situation de handicap et qui permettent d'accéder au web, qui permettent d'accéder à l'informatique. Et donc, grâce à ces outils aujourd'hui, le web, on va dire au sens large, le numérique, nous est ouvert, sous réserve que les développeurs, et ça c'est le vrai challenge, alors je ne parle pas que des développeurs au sens développeurs informatiques, il y a aussi tous les métiers du numérique. On va parler par exemple des UI, UX designers, c'est ceux qui conçoivent à la fois graphiquement, mais aussi sur la conception ergonomique des outils. Il y a les contributeurs rédacteurs aussi qui sont impliqués, parce que si vous avez un site accessible et que derrière les images qui sont intégrées n'ont pas d'alternative, un petit peu comme la petite vidéo que l'on vient d'entendre, ou sur les formulaires, si les formulaires par exemple ne sont pas, on ne laisse pas à l'utilisateur la possibilité d'interagir dans toutes les conditions, notamment sans souris. Voilà, typiquement il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'accéder à ce formidable outil qu'est l'informatique et à tous les services qui sont à notre disposition. Malgré tout, aujourd'hui, et c'est un vrai challenge aujourd'hui que de le faire, parce que on se rend compte qu'on manque souvent de formation. Et donc, l'un des challenges d'Urbilog, c'est justement de pouvoir aider, notamment à former, à auditer, parce qu'à un moment donné, il faut quand même savoir à quel niveau on se place, et de permettre en fait à toutes les structures en fait de comprendre comment il faut faire pour rendre accessibles ces outils et comment, surtout, il faut faire pour que ça soit maintenable dans le long terme et que vous puissiez, vous, tout à chacun, prendre le sujet en main et vous autonomiser le maximum sur le sujet. On a souvent tendance à dire c'est compliqué. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est un ensemble de règles qui sont simples, mais qui s'enchaînent les unes aux autres et il faut bien les comprendre. Et donc, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne notamment l'usage des personnes qui sont en situation de handicap sur vos interfaces pour justement comprendre et appliquer le référentiel dont on parlait tout à l'heure, qui est le RG2A, mais également tout simplement leur permettre d'avoir des espaces qui soient simples et efficaces. Et une autre notion qui est une notion importante, notamment pour les personnes qui sont, alors on va dire avec un déficit sensoriel, c'est pouvoir avoir de là ce qu'on appelle réassurance. C'est bien comprendre que lorsque vous mettez à disposition un outil, une information, et que vous cliquez sur un lien, que vous cliquez sur un bouton, en fait, on est bien à la notion de oui, j'ai bien cliqué sur cette notion, sur ce bouton, et donc j'arrive sur une nouvelle page ou j'arrive sur une nouvelle fonctionnalité. Souvent, on se pose la question de savoir où suis-je et que puis-je faire. Donc voilà un petit peu des notions d'accessibilité numérique. Et l'objectif, en fait, dans ce cadre-là, c'est vraiment de pouvoir travailler à la fois sur tous les outils numériques, c'est-à-dire ça va de la communication, ça va du mail, parce que quand on reçoit énormément de mails aujourd'hui qui émanent, on va dire, de sociétés, j'aurais tendance à dire aujourd'hui il y a à peu près un mail sur 2 que je ne peux pas exploiter efficacement, mais c'est aussi tous les services que vous mettez à disposition. Alors ça passe notamment énormément par du formulaire, ça passe de plus en plus par des applications mobiles. Demain, ça va passer par d'autres types d'outils, parce que le numérique se déploie maintenant un petit peu sur tous les on va dire sur tous les outils. Je tendance à dire que demain, on va devoir
avoir cette démarche vis-à-vis de tout ce qui est électroménager, par exemple, parce que si vous voulez faire marcher un micro-ondes, une table de cuisson, bah, on va avoir des accès via le numérique, parce que bah, il va falloir on va de plus en plus avoir des interfaces tactiles, et si on ne fait pas attention à l'accessibilité de ces interfaces tactiles, bah, on va se retrouver parfois en difficulté par rapport à quelques types de handicap. Donc l'accessibilité, c'est vraiment un enjeu de société avec un grand S qui va permettre à une population non négligeable, on parlait de 10 millions de personnes, si vous élargissez, on va dire, à des personnes qui aujourd'hui sont potentiellement en demande d'accessibilité, on est plutôt sur des 15 millions aujourd'hui de personnes qui vont bénéficier de toutes les actions que vous aurez mises en place sur le domaine de l'accessibilité numérique. Donc voilà un petit peu l'idée, si vous voulez, de l'accessibilité, à la fois d'avoir des référentiels, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permettent de vous guider, des sociétés en fait qui vont vous aider à comprendre comment ça fonctionne, et le plus important pour moi, c'est de vous former de manière à ce que dans la durée, vous puissiez intégrer ce processus d'accessibilité, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui que vous ayez une vision long terme de l'accessibilité. C'est vraiment la pire des choses que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est donner accès à un site, en tout cas à des informations, et puis que vous n'ayez pas cette démarche de le prolonger dans la durée, parce que c'est beaucoup plus déceptif une fois que vous avez accès à un service, une information, et bien que le lendemain, parce qu'on a fait une mise à jour d'un site ou d'une application, on n'ait plus accès à rien. Donc voilà, je pense que j'ai dû à peu près utiliser le temps qui m'était imparti. Néanmoins, si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour vous expliquer de manière plus concrète comment des personnes qui sont en situation de handicap peuvent accéder à l'informatique concrètement. Hein, on pourrait, si le temps m'en est donné, je vous ferai une petite démonstration éventuellement d'1 minute, à moins que j'ai encore le temps, je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez tout à fait le temps. Vous êtes, Alors, ce que je vais faire, c'est que comme j'avais coupé mon son sur mon ordinateur pour ne pas vous déranger, je vais juste vous montrer rapidement ce que ça donne sur... Voilà. Donc voilà, je suis... Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, vous voyez, j'ai un système qui est totalement classique. Hein, c'est un iPhone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'ai activé un outil qui s'appelle VoiceOver, qui donc me permet de faire une restitution vocale de l'ensemble de l'information présente à l'écran. Donc, si je pose mon doigt sur l'écran, et là, vous dites, mais je ne comprends rien, il parle beaucoup trop vite. Et alors, du coup, vous avez une option. Alors, évidemment, je fais ça pour gagner du temps. En tête, conteneur, langue, volume, débit vocal, 45%. Voilà. Typiquement, là, je viens en quelques manipulations gestuelles de diminuer le son, enfin la vitesse du son. Et donc, ça va être beaucoup plus compréhensible pour vous. Et si, par exemple, je vais aller chercher la météo. Appareil photo, météo. Voilà. Je double tape. Météo, Lille, ensoleillé, 21 degrés. Alors, typiquement, là, évidemment, vous avez découvert que je suis lillois. Et donc, si je slide. Lille, ensoleillé, 21 degrés. Lille, ensoleillé, 21 degrés. Voilà, donc là, il nous manque l'heure. Ça a changé parce qu'il y a peu de temps, on avait l'heure. Lille, ensoleillé. Typiquement, voilà une petite raison pour laquelle il faut faire attention à l'accessibilité et surtout au maintien. Avant, il y a quelques semaines, il était indiqué l'heure à laquelle le message, à laquelle c'était ensoleillé. Alors, vous voyez, hein, sur l'île aussi, on a du soleil. Je pourrais vous montrer les options, où se trouvent en fait les options d'accessibilité. Je pense que ça peut vous intéresser. Dossier voyage, Plans, Messa, Plans, appareil, calendrier, Messa, App Store, réglage. Voilà, comme j'étais à mon téléphone à l'envers, effectivement, je n'avais pas le même sens. Donc, si vous allez dans les réglages de l'accessibilité d'Apple et que vous allez chercher données séparées, notif, son et vibre, ne pas déranger, temps d'écran, général, centre de luminosité, écran d'accueil, accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Donc voilà, typiquement, là, j'ai activé ce qu'on appelle VoiceOver. Vision, en tête. Vous voyez, il est marqué Vision. Mais vous ne voyez que Vision, mais il me dit Vision en tête. Ça veut dire que je peux utiliser les en-têtes pour me déplacer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la structure dans un site internet ou dans une application mobile. Et si je veux naviguer uniquement d'en-tête en en-tête, mots,
Caractère en tête. Voilà, j'ai positionné ce qu'on appelle le rotor sur en tête. Et là, je vais. Physique et motricité. Voilà, j'étais sur tête. vision. J'ai physique et motricité. Ça va intéresser l'APF. Audition en tête. Audition. Vous voyez l'APEL travaille aussi sur toutes les personnes qui sont sourdes. Général. Et ensuite, vous avez en bas, tout en bas. 10 à 21 sur 21. Raccourci accessibilité. VoiceOver. Voilà, en fait, j'ai intégré ce qu'on appelle un raccourci accessibilité, ce qui fait que si je triple-clique sur le bouton du bas, 1, 2, 3. VoiceOver désactivé. En fait, je viens de me remettre sur un iPhone complètement normal. Pour vous montrer vraiment ce que ça donne, je vais réactiver. VoiceOver activé. Je vais mettre réglage. Rideau d'écran activé. Le rideau d'écran, ce qui me permet d'être super confidentiel, parce qu'évidemment, j'ai toujours un casque. Donc, le fait que j'ai un rideau d'écran et le casque, là, je vais désactiver VoiceOver. Vous allez voir, l'écran va s'allumer. VoiceOver désactivé. Voilà. Donc, voilà, en quelques minutes, pour vous montrer que, en fait, grâce à des outils qui sont aujourd'hui dans le commerce, et le gros avantage, entre guillemets, pour moi d'Apple, c'est qu'il n'a pas facturé en plus cette prestation. Il l'intègre. Vous avez plein d'outils gratuits sur mon PC. J'ai un autre outil qui s'appelle NVDA, que vous pouvez télécharger gratuitement pour des personnes qui sont déficientes visuelles et qui me permet de manipuler en grande partie, on va dire, tout mon interface digitale. Donc voilà, je voulais juste vous faire comprendre en ces quelques minutes à la fois les enjeux qu'on a sur l'accessibilité, parce que grâce à ça, vous désenclavez complètement. C'est-à-dire qu'une personne comme moi peut être un vrai citoyen, peut être un vrai consommateur, peut travailler. Typiquement, voilà, je suis responsable d'une société informatique et je travaille en toute autonomie. Alors oui, je travaille avec des personnes qui autour de moi connaissent mon handicap et on s'est tous adaptés les uns aux autres. Mais je dis, on s'est tous adaptés les uns aux autres. Ils ne se sont pas tous adaptés qu'à moi. Autour de moi, j'ai des personnes qui sont malentendantes, qui ont des déficits moteurs, qui sont autistes. Voilà, typiquement autour de moi, j'ai énormément de types de handicap. Et en fait, l'idée pour moi, c'est vraiment que dans cette société petitesse, là pour le coup, inclusive, on puisse tous travailler ensemble. Et je pense que dans notre grande société avec un grand S, on a tout à fait la possibilité de le faire. Et comme le numérique aujourd'hui est un vrai enjeu, parce qu'il y a énormément de services aujourd'hui qui ne sont accessibles que via le numérique, c'est là où il faut que vous fassiez attention à permettre à tous de pouvoir accéder à vos services et à vos informations. Et c'est un vrai enjeu pour moi, parce que si on n'a pas ça, on va nous être de plus en plus dépendants. Et alors que ces outils aujourd'hui nous permettent une énorme autonomie, bien souvent, du fait du manque d'accessibilité, on se retrouve dépendant. Et voilà, mon propos, en fait, c'était surtout de vous dire que c'était un enjeu pour vous en tant que responsable de société, en tant que responsable de services publics, en tant que responsable tout simplement des informations que vous manipulez, de se dire que au plus votre information sera accessible et au plus elle sera déjà visitée et lue, et au plus vous allez permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir y accéder. Merci en tout cas à tous pour votre attention et puis n'hésitez pas à poser des questions si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations. Je reste à votre disposition. Je pense que vous avez mon mail qui doit être affiché à l'écran, mes coordonnées en tout cas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir un peu plus d'informations. L'idée pour moi n'était pas de vous faire un détail de ce que peut vous offrir Urbilog et compétences en termes de prestations, mais si vous avez des questions sur le sujet de l'accessibilité numérique ou si vous avez des intentions de recruter des personnes de recruter ou en tout cas de faire appel à de la prestation informatique faite par des personnes en situation de handicap, écoutez, on reste à disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. Alors, il y a quelques questions. Je vais laisser Corinne nous les remonter. Absolument. Alors, merci pour la présentation qui était vraiment très, très, très complète. Ouais. On a eu quelques commentaires d'ailleurs dans la discussion de personnes impressionnées par les dispositifs que vous avez présentés et qu'on ne connaît pas forcément, bien entendu. Et puis, alors une petite question aussi pour vous. La question, effectivement, c'est est-ce que vous êtes en relation avec la société CF Lou ? C'est une société que je connais de nom, mais non, je ne suis pas en contact avec elle. D'accord. Je pense que c'est une société qui vend du matériel spécifique, c'est ça ? Alors, c'est ça, qui vend du matériel en fait pour malvoyants et aveugles.
Oui, alors en fait, nous, on est sur… ce type de société vend justement des outils qui vont permettre, en fonction de la catégorie de handicap, de pouvoir mieux vivre. Mais pas que sur le plan de l'informatique, dans tous les domaines. Ils vont, par exemple, vous permettre d'avoir des balances qui vont vocaliser, ce genre de choses. Nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la base de ce qu'est l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez rendre un site Internet accessible, à un moment donné, il faut que vous travailliez sur le développement de votre site. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on peut manipuler une longue liste dans laquelle on a des titres pour qu'on puisse passer de titre en titre. Typiquement, si c'est un peu comme dans Word, si dans Word, vous utilisez juste de la mise en forme et que vous n'utilisez pas des styles, en fait, vous ne pourrez pas créer des sommaires automatiques. Eh bien, quand on dit accessibilité numérique, ça veut dire qu'il faut que le développement du site Internet ou de l'application mobile soit conçu de manière à respecter le fameux référentiel dont je vous ai parlé qui s'appelle RGAA. Et du coup, vous permettez en fait à tous de pouvoir accéder à ces informations avec des outils tels que je viens de vous les présenter ou d'autres outils qui sont vendus sur le marché. Très bien. Merci. Et est-ce que vous savez s'il y a des solutions équivalentes en Suisse? C'est une question. C'est-à-dire des sociétés comme une autre, il doit y en avoir. Après, rien n'empêche qu'en Suisse, vous fassiez appel à des prestataires en français, hein, parce que, en fait, on est tous basés sur les mêmes types de référentiels. Comme je vous l'ai dit, hein, le référentiel français a l'avantage, par rapport au référentiel international, d'être déjà au même niveau, c'est-à-dire qu'on a tous le même référentiel, sauf qu'en France, comme on fait en général un petit peu plus, de manière un petit peu plus spécifique les choses, on a un mode opératoire, c'est-à-dire qu'on sait donner, par exemple, on pourra dire votre site il est accessible à 35 ou à 63%. Ça n'est pas décrit par le référentiel international, c'est le référentiel français qui a déterminé un mode de calcul, au même titre qu'il a donné un certain nombre de précisions dans les règles. Et donc, utiliser le référentiel français, en fait, a du bon pour tout le monde, en fait. Mais l'avantage là, pour le coup, de la France, c'est qu'on a une vision internationale améliorée parce que le référentiel français, en fait, est plus détaillé que le référentiel international. D'accord. Merci en tous les cas pour cette précision. Alors, j'ai plus de questions pour le moment. Je pense qu'on peut passer à la suite. Merci en tout cas. Merci bien. Merci Corinne, merci Mathieu pour cette superbe intervention. Je laisse du coup la parole à Sébastien Vermandel qui va nous parler de la technologie au service de l'inclusion puisqu'il est chef de projet au Tech Lab avec APF France Handicap. Bonjour Sébastien. Bonjour, alors je voudrais vous présenter, je ne peux pas partager mon écran. Voilà. Ça va être bon. Voilà. Bonjour à tous. Alors je vais vous parler un peu du Tech Lab de façon un peu générale et puis surtout des ressources qu'on met à disposition parce que je pense que c'est surtout le thème qui va vous intéresser. Donc, le Tech Lab, c'est un département d'APF France Handicap qui est très récent puisqu'on a été créé en tout début d'année. Mais c'est le nom qui est très récent puisque les services proposés existent depuis bien plus longtemps au sein de l'association. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, APF France Handicap, je vous le fais très vite puisque vous connaissez plutôt bien Romain, mais c'est la deuxième association de France en termes d'effectifs. C'est près de 85 000 acteurs, beaucoup d'établissements répartis sur toute la métropole et dans les dom-toms depuis peu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu un constat qui a été fait, mais alors pas seulement par APF France Handicap, hein, mais globalement par la plupart des associations de malades ou de personnes en situation de handicap sur l'accroissement des inégalités liées au numérique. Clairement, la fameuse fracture numérique qui était pendant longtemps cantonnée à des difficultés d'accès, ça se transforme et on en est maintenant à des difficultés d'usage. Alors, ces difficultés, elles peuvent être de plusieurs types. Hein. Mathieu vient de longuement évoquer les difficultés d'accès au contenu. Nous, au sein du Tech Lab, on travaille depuis très longtemps sur les difficultés d'accès globalement au numérique, notamment les accès matériels, mais pas que. Et il se trouve qu'il y a une prise de conscience de la société en général, puisqu'il y a eu plusieurs rapports successifs pour souligner ces difficultés avec ce qu'on appelle les aides techniques liées au numérique.
Alors, les objectifs de la création du département au sein de l'association, il y a vraiment plusieurs piliers sur lesquels on s'appuie. La participation sociale des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle la conception universelle, qui a pour but d'arriver à des produits utilisables vraiment par tous, la promotion de l'expertise d'usage, clairement ce qu'a présenté Mathieu, alors ce qu'il évoquait sur les problématiques liées à l'électroménager inaccessible, par exemple. Parfois, c'est quand on n'est pas en situation de handicap, on ne se rend pas compte de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est confronté à du tout tactile, par exemple. Et puis, la troisième volonté de l'association, c'est de se tenir aussi à l'avant-garde des nouvelles technologies. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas bénéficier des dernières nouveautés. Du coup, ces objectifs, en fait, se traduisent au sein du TechLab par deux activités distinctes. Une activité qui s'appelle les ateliers d'innovation. Et la cible de ces ateliers d'innovation, ce sont principalement les entreprises. L'objectif, c'est de les sensibiliser au fait qu'il est particulièrement utile, pertinent, pour plein de raisons différentes, d'impliquer des personnes en situation de handicap dans leur processus de conception. Alors, du coup, les premiers essais qui ont été réalisés autour de cette activité atelier d'innovation, ça a abouti à une collaboration assez intéressante entre des usagers d'APF France Handicap et le groupe SEB. Et ça a abouti à deux choses. Alors, la publication d'un livre, un guide qui s'appelle le Good Design Playbook, et surtout la publication très prochainement, l'apparition dans les magasins d'une ligne d'électroménager particulier co-conçu avec des personnes en situation de handicap qui va s'appeler Includéo et produit par le groupe SEB. Donc, ces ateliers, vraiment, l'objectif, c'est alors parfois simplement d'échanger sur la base d'idées qui sont présentées par des porteurs de projets, des startups, des entreprises plus matures, qui peuvent être des PME ou des grands groupes, et puis d'aboutir surtout à une modification de la conception qui prenne en compte les besoins spécifiques. Donc, bien sûr, ça se traduit par du brainstorming, des enquêtes, des mesures parfois. On va jusqu'à évaluer les difficultés que peut rencontrer une personne qui souffre des troubles moteurs de l'appréhension quant à utiliser une bouilloire, une cafetière ou toute autre chose. Alors là, on est assez loin du numérique sur les ateliers d'innovation, même si on travaille beaucoup avec les entreprises du numérique. On travaille pas mal sur les applications, par exemple. Mathieu l'évoquait, au-delà des bonnes pratiques de développement, il est toujours intéressant de toute façon d'associer l'adoption de ces bonnes pratiques à des tests réellement faits avec des usagers, ne serait-ce que pour vérifier que les bonnes pratiques vont dans le bon sens. La deuxième activité, celle qui va vous intéresser plus, et c'est celle que j'ai la chance de diriger, s'appelle Veille et Conseil. Donc ça, c'est un service qui existe dans l'association depuis pratiquement 30 ans maintenant, et qui s'est vraiment spécialisé sur les difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent avec le numérique. Le constat, c'est que c'est difficile d'avoir des informations sur tous les moyens de compensation qui existent, parce que, alors pour plein de raisons, mais on est dans le domaine du numérique, donc il y a des nouveautés tous les jours, et les professionnels de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, elles sont focus sur l'accompagnement et elles n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer à se tenir au courant de tout ce qui sort. C'est pour ça que le département Veille et Conseil a été créé, et la mission principale de notre département, c'est de se tenir à jour de toutes les informations existantes et surtout de les diffuser. L'autre constat, c'est que pour pouvoir être sûr qu'une aide technique est bien adaptée à telle ou telle situation, il est indispensable de pouvoir l'essayer. Alors, ce n'est pas toujours facile. Il y a certains pays où c'est mieux fait que d'autres. Je donnerai juste un exemple. En Angleterre, quasiment toutes les bibliothèques municipales sont équipées d'un rayon dit aide technique. Et les personnes en situation de handicap peuvent venir essayer dans la bibliothèque ou emprunter pour quelques jours une aide technique, ce qui va leur permettre de l'acheter en toute connaissance de cause. Donc là, typiquement, au TechLab, on propose un service de prêt, je vais revenir après, qui permet du coup de faire la même chose, donc de se procurer une aide technique et de pouvoir la tester sur la durée, et surtout en situation écologique.
Parce que ce n'est pas tout d'aller dans un showroom et de voir un objet qui me paraît super intéressant. Il est important de pouvoir le tester aussi à la maison ou dans un établissement médico-social si la personne est dans un hébergement particulier. Ensuite, se pose tout le problème de la mise en œuvre de l'aide technique. C'est-à-dire que bien souvent, il y a un accompagnement en amont de l'acquisition d'un objet. Mais par contre, une fois que l'objet a été acheté, eh ben, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a souvent tout un accompagnement pour améliorer la performance, pour trouver les astuces qui vont permettre d'avoir une utilisation efficiente. Et ça, en fait, actuellement, c'est assuré par personne, à part des associations qui se spécialisent sur le sujet. Alors, le Tech Lab, je vous le disais, a changé pas mal de nom. On est une petite équipe, une équipe concentrée. On est 5 personnes basées donc aussi en Hauts-de-France. Je remercie Mathieu pour m'avoir annoncé qu'il faisait beau à lui. Et puis, donc, l'équipe, elle est vraiment pluridisciplinaire. On a concentré vraiment des compétences variées. Il y a 2 ergothérapeutes, une orthophoniste, une personne qui s'occupe plutôt des aspects logistiques et relations avec les usagers et les professionnels qui sont en contact, et moi-même. Alors, de quoi on parle? Parce que depuis tout à l'heure, je parle d'aide technique. Je pense que c'est important que vous ayez un aperçu de ce que ça couvre. Et ça couvre des choses assez larges. Et ça peut commencer par des choses aussi basiques que des claviers, puisqu'en fait, le clavier est déjà en soi un moyen d'interagir avec le numérique. Et il existe toutes sortes de claviers adaptés. Alors là, je vous ai mis juste une illustration d'un clavier avec des touches colorées et des contrastes un peu renforcés pour faciliter la lecture sur des touches. Mais on peut évoquer des claviers alors, de toute taille qui permettent éventuellement d'être placés sur les genoux ou sur des tablettes quand c'est un peu compliqué. Il existe des claviers monomanuels, il existe des claviers avec tout un tas de dispositions de touches particulières qui permettent d'optimiser la saisie. Donc ça, c'est vraiment la première aide technique qui est intéressant d'évoquer et qu'on peut retrouver dans la plupart des points d'accueil numérique. Alors, le clavier, la version la plus simple du clavier, c'est le bouton rouge là, que je vous ai affiché, qu'on appelle un contacteur, et qui en soi aussi permet de donner déjà énormément de possibilités à des personnes qui ont peu de possibilités. Typiquement, une personne qui a une mobilité que sur un doigt, par exemple, est en mesure d'utiliser l'intégralité de son ordinateur à l'aide d'un contacteur. Il faut connaître les moyens de l'adapter. Il faut probablement changer les moyens d'accès. Alors, Mathieu vous a montré les options d'accessibilité intégrées à iOS. Il faut savoir que dans iOS, il y a des options qui permettent de naviguer dans l'intégralité de l'iPhone ou de l'iPad en utilisant un simple contacteur et un système dit de balayage. Donc, le focus se déplace de manière temporisée et quand on atteint l'application qu'on souhaite utiliser, on appuie sur le bouton et ça déclenche et ça ouvre l'application. Donc, c'est une utilisation qui n'est pas forcément très rapide, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir une fenêtre vers le numérique avec un moyen d'accès très, très simple. Alors, je vais passer plus rapidement sur le reste de la ligne, puisqu'on est sur des joysticks. Et là, les trois illustrations, ce sont des joysticks souris. Donc, on peut aussi déplacer un curseur sur un écran avec un joystick. C'est important de le savoir, parce qu'on n'a pas toujours la capacité motrice d'utiliser une souris posée sur un bureau. Alors que beaucoup de personnes en situation de handicap moteur pilotent eux-mêmes leur fauteuil roulant électrique, par exemple. Alors, là, la première ligne, on va dire, ce sont des moyens relativement simples. Après, on peut passer en degré de complexité. Je vous ai mis un système qui permet de piloter la souris à la tête, de piloter la souris avec les yeux. Donc là, on passe sur des niveaux un peu supérieurs, alors à la fois en termes de complexité de mise en œuvre, mais aussi de capacité de s'adapter à des situations complexes, puisque avec la souris, la commande oculaire, on peut permettre à une personne tétraplégique qui est clouée dans son fauteuil et qui n'a même pas la possibilité d'utiliser un joystick, malgré tout, de piloter un ordinateur. Alors, je vous ai mis aussi, parce que ça peut être des demandes, nous, on a pas mal de demandes en ce sens en ce moment, les périphériques d'accès aux jeux vidéo, qui offrent aussi pas mal de possibilités d'adaptation et qui, bien souvent, peuvent être détournés pour un usage plus général du numérique. Donc, au centre de l'écran, c'est la
Xbox Adaptive Controller. Donc, c'est une manette de Xbox qui a été sortie par Microsoft et c'est vraiment un geste très fort de cette société qui rend accessible l'ensemble de son écosystème Xbox aux personnes en situation de handicap moteur. Le dispositif à droite, c'est une manette de jeu aussi de PlayStation entièrement actionnable à la bouche. Donc, ça comprend un joystick et plusieurs contacteurs qu'on peut activer au souffle. Donc, c'est assez impressionnant. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à regarder, à rechercher sur YouTube le nom de ce produit qui s'appelle le Quad Stick. Et vous y verrez des démonstrations de joueurs tétraplégiques qui mettent la raclée à des valides dans des jeux même très rapides en utilisant ce type de périphérique. Et puis, alors après, globalement, nous, on traite de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet de la réalité virtuelle et comment la rendre accessible aussi aux personnes en situation de handicap moteur. On est très souvent interpellé sur les sujets de la robotique, puisqu'il y a beaucoup de projets autour de l'utilisation du robot comme moyen de médiation avec des publics parfois ayant des troubles de la relation sociale ou de la communication, je pense aux troubles du spectre autistique. Et puis, on est sollicité, et très souvent sollicité, je pense que c'est un sujet très important sur l'utilisation finalement de solutions grand public qu'on détourne de l'usage premier pour en faire des solutions facilitant l'accessibilité. Alors là, pour illustrer, j'ai mis un outil de commande vocale type Alexa ou Google Home. La commande vocale permet aussi de démocratiser des choses qui étaient relativement fermées jusque-là. Tous les aspects domotiques, il n'est plus nécessaire maintenant de faire une rénovation complète d'une maison pour pouvoir avoir accès à de la domotique. Alors, pour vous y retrouver dans toutes ces aides techniques, au Tech Lab, on propose un certain nombre de services. Donc, on diffuse de l'information, on fait de la formation, on fait beaucoup de conseils et d'accompagnement, on propose des essais. Et pour être très concret, je vais vous présenter quelques-unes des ressources qu'on met à disposition parce que je pense que c'est ce qui risque de vous intéresser le plus. Alors, la première ressource, bien sûr, sur notre site internet, vous allez trouver une page actualité qu'on s'efforce de mettre à jour quotidiennement avec une actu. Donc, l'idée, c'est de vous maintenir dans un flux continu d'informations sur les nouveautés qu'on repère autour du domaine très général des nouvelles technologies et du handicap. Donc, on traite du matériel nouveau, des applications, des événements qu'on repère et qui sont en lien avec ces sujets-là. Quand l'actualité mérite un traitement, on va dire, plus pointu, plus approfondi, on passe dans un mode de ce qu'on appelle, nous, nos fiches techniques. Donc, les fiches techniques, c'est quelque chose qu'on réalise depuis la création du service. Donc, c'est une publication régulière qui est bimestrielle de fiches qui résument les évaluations qu'on fait des produits ou des services. Donc, vous pouvez les trouver depuis notre site internet. Donc, dans la partie veille et conseil, il y a un accès aux fiches techniques. Elles sont présentées de façon chronologique inverse. Donc là, il y a environ 500 fiches en ligne, où donc les dernières sont présentées en tête de la liste. Et vous avez plusieurs moyens d'y accéder, soit par thématique, en cliquant sur les onglets qui vous permettent de filtrer les fiches techniques en fonction de grandes thématiques, par exemple accès à l'ordinateur, moyens de communication ou domotique, pour donner quelques grands exemples. Et on a un moteur de recherche qui vous permet, si vous avez une idée plus précise de ce que vous recherchez, d'aller chercher toutes les fiches où il va y avoir par exemple le mot clavier ou le mot souris, et donc d'avoir une revue de presse de toutes les publications qu'on a fait sur le sujet. C'est une vraie mine d'or, cette fiche technique, pour tous ceux qui s'intéressent aux adaptations. Clairement, nous, quand on est interpellé sur des questions très précises, dans 80 à 90% des cas, on a les réponses dans nos fiches techniques et donc on renvoie vers nos fiches techniques. Ça va bien passer à la suite. Alors, les fiches techniques, elles se présentent de façon assez sobre, puisqu'en fait, on les a dématérialisées. Nous aussi, on est sur une tendance à dématérialiser les choses. Et donc, du coup, c'était une publication papier jusqu'à fin 2018. Et depuis 2 ans, en fait, on est passé sur une version dématérialisée, mais où on a volontairement gardé une présentation très sobre et qui ressemble
vraiment trait pour trait à la présentation de papier qu'on avait précédemment, ce qui permet aux gens qui souhaitent de continuer à imprimer ces fiches et de les intégrer alors, dans des classeurs qui sont souvent à disposition dans les établissements médico-sociaux. Pour recevoir les fiches de façon automatique, il faut s'inscrire à la newsletter du service. Donc, ça se passe en bas de notre site internet. Et du coup, tous les 2 mois, vous recevrez automatiquement dans votre boîte aux lettres les 10 dernières fiches qui ont été publiées. Alors, les autres ressources qu'on est amené à produire au sein du service, c'est des ressources audiovisuelles, parce qu'on s'est rendu compte que l'écrit, c'était bien, mais que de plus en plus de gens s'appuyaient sur YouTube, par exemple, pour se former ou s'auto-former. Du coup, dans le cadre d'un projet qu'on a mené en collaboration notamment avec les équipes de Mathieu et les équipes de Picto Access que vous verrez après, on s'est lancé dans la production d'un certain nombre de tutoriels vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Dr Access. Et l'objectif de ces tutoriels, c'est de vous donner dans un format très court de 2 à 6 minutes toutes les clés pour faire une adaptation alors que ce soit sur tablette ou sur ordinateur. Alors, un exemple très simple, vous accueillez une personne malvoyante qui n'arrive pas à utiliser l'ordinateur parce qu'elle n'est pas capable de voir le curseur. Vous avez 2 tutoriels de 3 minutes qui vous expliquent quelles sont les petites explications que vous pouvez aller télécharger pour pouvoir changer le curseur, voir comment on va modifier les paramètres du système d'exploitation pour que le curseur apparaisse de façon beaucoup plus grande, beaucoup plus visible, avec un contraste augmenté. Donc, on est vraiment sur des cas très, très concrets, des recettes qu'on vous donne, guidées pas à pas, qu'on peut suivre, on peut mettre la vidéo en pause et prendre le temps de faire la démarche. Donc, c'est quelque chose qu'on continue, qu'on a poursuivi au-delà du projet qu'on avait initié avec nos partenaires initiaux. Autre ressource, alors nouvelle de cette année, alors qui n'est accessible que sur abonnement payant. On a mis en place un rendez-vous régulier en alternance avec la publication de nos fiches techniques, donc un webinaire un peu comme celui qu'on fait aujourd'hui, qui est un webinaire qu'on a appelé les webinaires du Tech Lab, qui sont un rendez-vous très technique où l'objet est en 1h30 d'avoir un aperçu des dernières nouveautés qu'on a identifiées, des réponses aussi qu'on est amené à apporter aux questions récurrentes, parce qu'en fait, on se rend compte, nous, dans les sollicitations qu'on a en direct, et des usagers et des professionnels, qu'il y a des thèmes un peu comme les marronniers qu'on retrouve dans les journaux, il y a des thèmes cycliques. Pour vous donner un exemple concret, on a été plusieurs fois interpellé là récemment sur comment on peut brancher un contacteur, là, le bouton que je vous montrais tout à l'heure, sur une tablette, que ce soit une tablette Android ou un iPad. Et donc, du coup, cette question-là, elle sera traitée dans le prochain webinaire parce qu'on nous l'a posée 5 ou 6 fois consécutivement. Donc, voilà, c'est une façon de traiter l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect live du webinaire qui nous permet de répondre aux questions pendant l'exercice, on s'est attaché à valoriser les webinaires en utilisant, pour ceux qui connaissent un peu les outils d'e-learning, on utilise H5P, qui est un outil qui permet de valoriser des vidéos en les enrichissant de contenu cliquable. Donc, nos webinaires sont valorisés en ajoutant un sommaire. L'ensemble des ressources qui sont citées sont des liens cliquables, ce qui permet de ne pas avoir à naviguer dans le descriptif de la vidéo, mais en cliquant directement dans le lien de la vidéo, vous avez accès à la ressource, à la page, au document. Et on a ajouté aussi, parce qu'on estime que c'est assez intéressant, des mini-questionnaires qui permettent de s'auto-évaluer quand on a assisté à une petite présentation, donc à base de QCM, vrai-faux, texte à trous, etc. Enfin, une dernière ressource qui est aussi accessible sur abonnement, mais en fonction des thèmes, on en rendra sans doute certains publics. On s'est lancé aussi dans la production de posters qui permettent aussi de communiquer à l'attention du grand public sur les outils d'accessibilité. Notre idée, c'est que en fait, plus on sait qu'il existe des solutions pour rendre les outils accessibles, plus ce sera diffusé et mieux ce sera. Moi, je suis vraiment resté focus là dans ma présentation sur les moyens de compensation, en sachant bien que voilà, nous, on travaille vraiment sur ce sujet-là. On sensibilise beaucoup sur l'accessibilité des contenus et on renvoie vers les professionnels qui savent faire, comme la société de Mathieu. Mais c'est vraiment important, je pense, que
on communique vers le grand public aussi sur le fait que le numérique, ce n'est pas forcément une barrière. En fait, il y a beaucoup de moyens de passer outre cette barrière. Là, voilà, je vous ai remis l'exemple des contacteurs parce que c'est vraiment un exemple très, très simple. On n'imagine pas à quel point c'est facile par exemple, jouer en utilisant simplement un seul bouton. Et donc, du coup, ça permet aussi de montrer que certains publics qu'on croit très, très, très éloignés du numérique ont des possibilités qu'on ne soupçonne pas. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir, tous les moyens de compensation qu'on met en place à destination des personnes en situation de handicap, c'est aussi valable pour tout un tas d'autres pans de la population. Pendant longtemps, c'était un peu tabou de rapprocher les personnes âgées des personnes en situation de handicap. Je pense que les tabous sont un peu en train de tomber et on se rend compte que, pour citer un exemple concret, il existe des aides techniques qui permettent de réduire les tremblements et les personnes qui les utilisent peuvent être des ataxiques qui ont des difficultés neuro pour maintenir un tonus musculaire et donc qui ont un tremblement permanent. Et bien souvent, en fait, ça va être tout simplement une personne âgée qui n'a jamais utilisé une souris et qui se retrouve dans la difficulté parce que le tremblement de sa main entraîne une grosse difficulté dans je manipule le curseur. Donc les mêmes outils peuvent servir dans les différents cas et c'est important de l'avoir en tête et de faire tomber un peu ces tabous de silos entre les différentes populations. Ça existe même au sein même de la population des personnes en situation de handicap. C'est encore parfois un peu compliqué de faire dialoguer les personnes non-voyantes avec les personnes sourdes, avec les personnes en situation de handicap moteur. Il existe encore un peu ces grandes verticales. En fait, le numérique, c'est tellement transversal qu'on arrive un peu à faire tomber ces barrières et à faire dialoguer tout le monde. Voilà pour mon propos. Pour résumer, donc, l'activité du Tech Lab, donc, les ateliers d'innovation avec et pour les personnes en situation de handicap. On est vraiment un site de ressources sur les aides techniques liées au numérique. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous avez notre téléphone sur le site internet. Vous pouvez nous contacter via mail ou le formulaire de contact. On répond vraiment à tout le monde. On n'a pas de velléité à rester intra-APF. On travaille vraiment avec l'ensemble des milieux, alors à la fois du médico-social, mais aussi des milieux en lien avec le numérique et de la médiation numérique depuis quelques années. Et puis, on accompagne les projets de tous, entreprises, associations, établissements, délégations. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Sébastien. Alors, il y a quelques questions. Corinne, je te laisse la parole. Alors, effectivement, une information qu'il est peut-être intéressante de souligner et puis une question. Information importante qui est spécifiée d'ailleurs dans le chat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils peuvent être mis à disposition pour essais et démonstrations sur certains départements de la Bourgogne-Franche-Comté, notamment le 21, 71, 70 et 90. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous souhaitez avoir une démonstration de ces outils, à recontacter directement, effectivement, l'APF. Une question, il y en a même deux d'ailleurs. Une première question. Pourriez-vous préciser les techniques en prêt dans les bibliothèques? Alors c'est un peu, ça va un peu dans le même sens que la remarque que vous faisiez précédemment. Dans certaines des délégations donc, APF, on a mis en place ce qu'on a appelé un kit d'accessibilité minimale dans lequel vous allez retrouver, il y a 2 claviers, par exemple, avec ce qu'on appelle des guides doigts. Alors, le guide doigt, ça paraît tout bête, mais en fait, c'est très, très important pour certaines personnes. C'est une grille qu'on vient positionner au-dessus du clavier et qui permet de poser les mains à plat dessus sans pour autant qu'on appuie sur les touches. Et donc, du coup, il y a des trous au-dessus des touches et ça permet d'aller appuyer sur la touche qu'on veut tout en s'appuyant sur le clavier. Donc là, typiquement, il y a 2 claviers avec des guides doigts. Il y a 3 ou 4 alternatives aux souris classiques, notamment une souris verticale qui permet d'avoir une position de la main complètement différente et donc de soulager le poignet parce que certaines personnes ont des difficultés à poser le poignet à plat. Par exemple, on peut mettre un système de commande à la tête, un système de commande oculaire. L'idée, c'est d'avoir un panel un peu représentatif, on va dire, des aides techniques les plus couramment utilisées.
Et donc, dans ces bibliothèques en Angleterre, c'est vraiment ce qu'on constate. Il y a, parce que ce que je vous disais, ouais, vraiment, la vraie difficulté sur cette barrière d'accès au numérique, c'est le manque d'informations. Et en fait, si les gens ne prennent pas conscience qu'il existe des outils simples et pas forcément très onéreux pour leur permettre d'utiliser l'ordinateur, bah, ils ne franchiront jamais le pas. Et donc, du coup, c'est vraiment la grande idée qui a présidé à la mise en place de ce type de prêt dans les bibliothèques, c'était de dire vous voyez que un clavier adapté, finalement, c'est pas si compliqué et c'est pas aussi si stigmatisant. Il y a aussi ça qui est important. Certaines de ces aides, typiquement les souris adaptées, il y en a certaines qu'on ne distingue pas d'une souris classique. Et donc, du coup, c'est important de se rendre compte que c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on va avoir pour autant un dispositif rouge fluo qui fait de la lumière et qui montre clairement qu'on est en situation de handicap. Donc, je pense que c'est important aussi, enfin, je le disais, de démocratiser ce type d'aide technique, ça va permettre aussi aux gens d'avoir un peu moins de complexe à les utiliser. Donc, cette démarche-là, elle est vraiment importante. D'accord, merci. Alors, il y a une question qui est en lien justement aussi par rapport au matériel, notamment sur la question du coût. Quel est le coût des périphériques? Certaines applications sont gratuites, mais comment accéder justement à ces aides techniques? Est-ce que le prix est abordable justement pour ce matériel? C'est une situation. Je ne peux pas faire une réponse très très simple parce que effectivement le matériel spécifique en général est beaucoup plus onéreux. Et c'est aussi l'une des missions de mon département, hein, c'est d'informer sur les alternatives qui existent. Alors pour vous donner un exemple concret, quand je parlais de clavier avec des guides doigts, quand on achète un clavier d'une grande marque qui s'appelle Cherry avec un guide doigt qui est fabriqué en Allemagne, c'est typiquement un clavier qu'on va payer entre 550 et 600 €. Donc c'est exorbitant par rapport au prix d'un clavier standard. Il se trouve que vous êtes une région riche aussi de Fab Lab et qu'un guide doigt, ça peut aussi se fabriquer de façon assez simple, puisque ça peut être une simple plaque de plastique qui est découpée au laser pour laisser les places pour les touches. Et dans ce cas-là, en fait, on peut aussi arriver à faire des fabrications sur place de systèmes tout aussi efficaces que le système dit spécifique. Typiquement, nous, on a dans notre kit de clavier, on a un clavier acheté sur Amazon ou dans une boutique, donc un clavier relativement standard d'un accessoiriste connu. Et on a trouvé le guide doigt fait en plastique épais qu'on a payé une quarantaine d'euros et le tout revient à 60-70 €, qui fait que ce n'est pas beaucoup. Enfin, c'est à peine plus cher qu'un clavier standard. Donc, là, il y a effectivement il peut y avoir une vraie barrière à l'entrée qui est liée au coût des dispositifs spécifiques. Je parlais de joystick souris. Un joystick souris, en moyenne, c'est autour de 300-350 €. Donc, ce n'est pas forcément abordable pour tout le monde. Maintenant, il est super facile d'acheter un joystick standard et de télécharger une application open source qui transforme le joystick standard en souris. Et ça, en fait, vous trouverez les ressources sur notre site internet aussi pour vous guider pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours à trouver. Alors nous, on accompagne beaucoup dans le sens, il existe des solutions qui sont peut-être légèrement moins efficaces que la solution dédiée, mais qui permettent en tout cas déjà de valider que la solution qu'on envisage, elle est intéressante. Il faut quand même que je parle par exemple des commandes oculaires, parce que c'est des solutions qui sont très onéreuses, il faut le reconnaître. Les solutions spécifiques de commandes oculaires, le prix d'entrée de gamme, c'est autour de 1 500 € et le haut de gamme, c'est autour de 16 000 €. Donc, c'est vraiment des solutions qui sont très, très, très spécifiques à des gens qui ont des besoins à la fois d'outils de communication et d'outils d'accès au numérique. Maintenant, pour citer les kits qui sont placés dans notre délégation, on a mis une commande oculaire qui ne vient pas du tout du monde du handicap, qui vient du monde du jeu et qui financièrement est beaucoup plus accessible et qui permet malgré tout de vérifier que quelqu'un que vous accueillez dans un point numérique puisse être en capacité de déplacer la souris et d'aller cliquer là où il veut en toute autonomie. Donc voilà, il y a toujours… c'est vrai que ça peut paraître très, 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 très cher. Il faut savoir qu'il y a souvent des alternatives meilleur marché qui permettent malgré tout d'atteindre, on va dire, une partie des objectifs. D'accord, oui, c'est important effectivement à savoir. Merci Sébastien. Rapidement, parce que le temps avance, Romain, tu souhaitais intervenir?
Non, c'était juste pour compléter, c'était pour ça en fait, et surtout au niveau du coût. Sur la question du coût, en fait, c'est pour ça qu'on a ces kits d'accessibilité dont on parlait dans le chat et que c'est pas bien de présenter, où il y a des solutions assez simples qui peuvent être reproduites dans les Fab Labs. C'est vraiment le but en fait de pouvoir montrer ce qui se fait, trouver peut-être la solution la plus efficace pour telle ou telle situation et voir si on peut la reproduire et justement éviter un surcoût. Alors que peut-être qu'une solution très, très simple, avant d'aller chercher une technicité exceptionnelle, en fait, peut suffire. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à nous contacter dans la région pour qu'on puisse vous apporter et puis faire des essais sur ces techniques et puis sur ces outils. Voilà, c'était juste pour ça. Super, merci beaucoup. Et ben, on va pouvoir enchaîner pour notre dernière intervenante. Bonjour Caroline Frankel, directrice marketing et communication de Picto Access, qui va nous parler de la valorisation de l'accessibilité. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Alors Sarah, est-ce que vous pouvez me laisser partager mon écran? Oui, tout à fait. Super. Donc en effet, moi aujourd'hui, je vais vous présenter. Tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ok. Sur la présentation, pour vous présenter ce que fait la société Picto Access, quelles solutions propose la société Picto Access, et puis surtout le déploiement de notre solution sur la région avec territoire numérique, l'APF, ce qu'on a pu mettre en place. Donc, comme mes collègues de APF Tech Lab et Urbilog, nous sommes également une société lilloise qui existe depuis 5 ans et qui a vraiment comme ambition de permettre à chacun de vivre, travailler et profiter dans des conditions d'accueil inclusives et ainsi améliorer la qualité de vie de chacun. On se rend compte aujourd'hui que les informations sur les types les horaires d'établissement, l'adresse physique sont des informations qui sont accessibles, connues et reconnues par tous et trouvables facilement. Mais l'information d'accessibilité n'est pas identifiée et n'est pas trouvable facilement. Donc, c'est vraiment, nous, notre ambition, c'est de permettre à tout à chacun, parce qu'évidemment, on va s'adresser aux 12 millions de personnes en situation de handicap en France, mais comme le soulignait également Sébastien et Mathieu, on va également s'adresser aux seniors, on va s'adresser aux familles avec poussettes, on va s'adresser à toutes les personnes qui rencontrent de manière temporaire ou permanente des situations de fragilité ou des problèmes de mobilité. On va plus parler chez Picto Access de situations handicapantes que de personnes en situation de handicap, parce qu'on va essayer de trouver des alternatives pour qu'une personne en situation de handicap puisse accéder à un service, à un bâtiment, et pas la quantifier juste à son propre handicap. Chez Picto Access, on a 3 métiers. On va y revenir au long de la présentation et surtout dans le déploiement qu'on a eu l'occasion de mettre en place sur la région. Notre premier métier, ça va être la qualification de l'information d'accessibilité. C'est clairement notre constat de départ, c'est de se dire que l'information n'est pas qualifiée. Alors, on va parler aussi bien chez Picto Access des bâtiments recevant du public. Donc, on va parler des ERP. On va parler des bâtiments recevant des travailleurs, on va parler donc des ERT et on s'adresse aussi bien à des collectivités qu'à des réseaux de transport, qu'à des grands groupes, qu'à des entreprises indépendantes. Il faut vraiment se rendre compte qu'on traite un sujet qui est très, très, très large et un travail colossal sur l'ensemble des lieux et établissements qui reçoivent du public dans notre quotidien. Donc ça, c'est pour la partie qualification où du coup, on a travaillé avec les grandes associations et notamment l'APF évidemment, mais comme l'UNADEV ou l'ENAPUI, pour constituer des référentiels qui soient cohérents et qui puissent s'adresser à toutes les personnes en situation de fragilité. On sait bien qu'une personne en situation de handicap moteur ne va pas avoir les mêmes attentes qu'une personne en situation de handicap visuel. Et notre idée, c'est vraiment de pouvoir être sûr que dans notre référentiel, une personne en situation de fragilité va avoir toutes les réponses
et va pouvoir vraiment se projeter sur le référentiel qu'on va lui donner. On y reviendra après sur un exemple. Et une fois qu'on a fait tout ce travail de qualification, on va mener un autre métier qui est la valorisation. Parce qu'en effet, qualifier l'information d'accessibilité, c'est très bien. Mais la rendre accessible à tous, c'est encore mieux pour améliorer ainsi la qualité de vie de chacun et l'autonomie surtout des personnes qui en ont besoin. Et donc, on va travailler là notamment sur des aspects numériques principalement, mais pas que, pour rendre accessible et valoriser cette information sur les sites Internet, sur les pages Facebook, depuis les pages Google, mais également sur les supports papier via des QR codes ou sur les supports sur de la signalétique physique, avec toujours cette notion d'information, et Mathieu, tu en parlais, cette notion d'information fiable, pérenne et qu'on puisse mettre à jour. Et le dernier outil dont on parlera, c'est le pilotage. Notre dernier métier, c'est aussi, alors là, d'un point de vue professionnel, de pouvoir accompagner nos clients, les gestionnaires d'établissements, les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires, enfin les RH ou vraiment la partie emploi, afin de piloter leur accessibilité dans le temps. Pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir la mettre à jour, savoir où doit avoir lieu les futurs investissements en matière d'accessibilité. Donc, c'est vraiment un outil qui se décompose en 3 parties. Quand on parle de Picto Access, on parle, donc je l'ai dit en amont, de 8 fragilités. Donc là, on les voit. Donc, on a en effet la malentendance, la non-entendance, la déficience intellectuelle, l'accessibilité, les troubles de la mobilité, les familles avec poussette, les seniors, les mâles ou les non-voyants. Mathieu en parlait tout à l'heure et on connaît très bien Urbilogue évidemment. On travaille sur de l'accessibilité numérique. Nous sommes RG2A. Comme tu en parlais Mathieu, nous avons sur tous les outils qu'on propose à nos clients cette notion d'accessibilité qui est intégrée. C'est-à-dire que si on implante notre frise de pictogramme que vous voyez à l'écran dans votre site Internet, elle sera accessible, quelle que soit la déficience de votre internaute. Et il y aura cet accompagnement, évidemment, après sur le site également de Picto Access. On n'a pas parlé des couleurs. L'idée de cette première frise, c'est en effet une frise avec 8 pictogrammes et 3 couleurs qui permettent d'avoir un premier niveau d'information simple et efficace sur le niveau d'accessibilité du lieu où on se trouve. On a repris un code couleur classique vert, orange, rouge, vert accessible en toute autonomie, orange accessible avec accompagnement ou partiellement accessible et rouge inaccessible. Et depuis maintenant 1 an, on y associe un lettrage. Donc, chaque pictogramme de fragilité est associé à son code couleur et son lettrage pour permettre toujours une meilleure accessibilité numérique et permettre également que cette information soit compréhensible d'une personne étrangère ou d'une personne déficiente intellectuelle. Voilà, de vraiment pouvoir les accompagner au maximum et que uniquement via cette frise, elles aient déjà un premier niveau d'information qui leur donne accès à une frise qu'on verra plus en détail prochainement. Si je fais un petit focus sur la collaboration qu'on a eue avec la région Territoire Numérique et l'APF France Handicap, on a eu l'occasion de travailler avec la région pour valoriser et travailler sur l'accessibilité de 70 lieux qui sont des tiers-lieux avec vraiment 2 objectifs. Le premier, de vraiment lever les barrières d'accessibilité numérique, mais également de réduire la fracture numérique. Donc, on a à peu près 70 lieux qui sont référencés. Et donc, on va prendre l'exemple ici avec le Fab Lab de la filature 2.0. Alors, je ne sais pas si je fais ça. Est-ce que vous voyez ma page Internet ou pas? Sarah, est-ce que tu peux me dire? Oui, on voit tout. Okay. Tout est bon. Ok, super. Donc, on va pouvoir parler ici de l'espace numérique où on va reprendre ici la frise de pictogrammes qui vient détailler également. Alors, Mathieu, tu en parlais tout à l'heure, on va venir via certaines fonctionnalités pouvoir détailler les informations de manière visible et lisible pour tout le monde.
Donc, on va détailler ce premier niveau d'information. Et après, via le référentiel qu'on aura constitué à la base, nous allons pouvoir apporter plus d'informations quant à l'accès, l'accueil, le cheminement, le matériel informatique qui est mis à disposition, les services et équipements et les environnements. Et après, il y a toute une liste de critères qu'on peut défiler pour que l'internaute puisse être rassuré sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Chez PictoAccess, on est capable de travailler, alors là sur la région, on a travaillé sur des lieux, sur des tiers-lieux, mais on est capable de travailler à peu près 200 référentiels, que ce soit une piscine, que ce soit une mairie, que ce soit une bibliothèque comme Sébastien dont tu parlais, que ce soit une déchetterie, que ce soit un parking. On a vraiment constitué des référentiels qui soient adaptés à tous les lieux de notre quotidien. Une fois que nous avons accès à ce référentiel, nous venons également ajouter la prise de photos. Alors, de photos qui sont décrites de manière textuelle sur le lieu de façon générique, mais également sur les photos de l'accessibilité, parce qu'on se rend compte que les personnes en situation de handicap ont besoin parfois d'être assurées pour voir si la rampe est bien à droite, si les informations qui ont été évoquées plus haut dans le référentiel visuellement sont bien en place. Donc ça va être pour le premier métier dont on parlait tout à l'heure, qui est la qualification. Donc, c'est pouvoir collecter toutes ces données et la mettre à disposition. Si après, on parle de la partie valorisation, aujourd'hui, en effet, on est capable de mettre à disposition de nos clients un certain nombre d'outils de manière très simple pour qu'ils puissent valoriser ces informations sur leur site Internet et sur leurs propres outils, qu'ils soient digitaux ou physiques. On ne souhaitait pas renvoyer les personnes qui avaient besoin de cette information sur un dispositif particulier. L'idée vraiment pour avoir une démarche inclusive, c'est de faire en sorte qu'au même titre, comme je le disais en amont, du numéro de téléphone, de l'adresse physique, avoir accès à cette information. Donc sur les sites Internet, sur les pages Facebook, sur les pages Google ou via des QR codes. Donc, on va le voir avec plusieurs exemples des différents lieux qu'on a pu travailler aujourd'hui. Si je prends par exemple la ville de Semur en Auxois, si je vais dans ma ville et que je veux me rendre au centre social, je vais avoir là ici accès à l'espace numérique et au sein de l'espace numérique, je vais avoir cette frise de pictogrammes qui est intégrée, toujours avec cette notion d'accessibilité numérique et qui va pouvoir, si je clique sur PictoAccess, me renvoyer vers le lieu qu'on a détaillé plus en amont. Donc ça, c'est le premier vraiment outil, c'est pouvoir de manière très ergonomique et en termes d'UI, UX également, de pouvoir intégrer cette frise d'accessibilité sur vos supports numériques. On va retrouver exactement le même système. Si je prends l'exemple de l'APF France Handicap Territoire de Belfort, ils ont rajouté un onglet d'accessibilité dans lequel vient s'intégrer la frise de pictogrammes, le détail sur l'accessibilité, mais également les photos, avec toujours cette notion d'accessibilité numérique qui est intégrée. Enfin, le dernier outil numérique qu'on peut mettre à disposition de nos clients, là on va parler du Fab Lab d'Autun, c'est d'avoir accès à cette information directement depuis Google, en se disant que principalement les gens, une fois qu'ils se sont rendus sur votre site Internet, se rendent également majoritairement sur Google. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir cette fonctionnalité-là à nos clients. Et donc, si vous tapez en effet le Fab Lab d'Autun ou de Bellevue, vous pouvez en savoir plus, avoir toujours cette première information d'accessibilité qu'on a vue et puis accéder après au référentiel plus en détail et aux photos. Donc ça, on va être vraiment sur la partie valorisation de l'information. On est en train de travailler également sur de la signalétique physique, toujours dans l'idée de pouvoir réduire cette fracture numérique, en tout cas d'accompagner les personnes qui en ont besoin à avoir accès à cette information, en ayant toujours en tête quand même qu'il faut une accessibilité qui soit pérenne. Et fiable dans le temps. On a par choix décidé de ne pas, de manière physique, intégrer directement la frise de pictogrammes parce qu'en effet, notre outil est totalement pilotable par les gestionnaires des établissements. Si un ascenseur est en panne, ils peuvent le spécifier. Si des travaux sont en cours, ils peuvent le spécifier et dans ces cas-là, modifier
1, le lettrage, 2, la couleur et 3, le référentiel. Et du coup, ça va se mettre automatiquement à jour sur l'ensemble des outils numériques qu'on leur propose. Et c'est pour ça que si on le faisait sur des supports papier, on perdait vraiment cette notion de mise à jour. Le dernier outil qu'on propose, c'est la contribution. On cherche vraiment à avoir une information descendante de la part des établissements, mais aussi pour notre troisième métier dont on a parlé tout à l'heure, le pilotage, avoir une remontée des informations de la part de vos usagers, de la part de vos citoyens, de la part de vos clients. Donc, de manière très simple, on leur permet, donc je vais prendre l'exemple là du Fab Lab d'Autun, de pouvoir contribuer et partager son ressenti selon sa sensibilité ou sa fragilité, partager son ressenti en matière d'accessibilité. On n'est pas sur de l'avis, sur du j'aime pas, on est vraiment sur du ressenti, sur moi en tant que personne en situation de fragilité, sur la fragilité qui me concerne. Donc moi, je vais prendre avec ma grand-mère, par exemple, si je me rends dans cet établissement avec ma grand-mère, je vais pouvoir dire que selon mon ressenti, c'est accessible en toute autonomie. Je termine mon évaluation. Je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas été visiter le Fab Lab. Et je vais pouvoir retrouver, alors je vais vous prendre un autre exemple, je vais pouvoir retrouver ici les différents avis, les 27 avis sur un autre établissement que j'ai pris en compte, les 27 avis qui vont me conforter ou non suite à la frise de pictogramme qui a été, à la norme, on va dire, qui a été mise en amont. L'idée, c'est vraiment de pouvoir confronter cette notion de norme et d'usage, pour tout un chacun. Voilà globalement, j'ai essayé de faire très court, voilà globalement la mission de PictoAccess et notre ambition et le travail qu'on a pu mener avec la région et territoire numérique et avec l'APF, parce que ça a vraiment été un travail main dans la main avec l'APF, notamment sur la constitution des référentiels, mais c'est également l'APF qui s'est rendue sur place, qu'on a formé pour faire les différents diagnostics avec notre application d'audit. Il est important, en effet, de préciser, alors étant du Nord, on prendra également l'exemple du Nord, sur le territoire des Hauts-de-France, on a travaillé un véritable maillage territorial qui est primordial pour nous. On a énormément de collectivités avec lesquelles on travaille, des grosses villes, on a des communes plus petites, on a des réseaux de transport, on a des bâtiments recevant des travailleurs, on a des bâtiments privés. Et tout ça fait qu'on a vraiment un maillage territorial qui se dessine et qui vient vraiment aider ceux qui en ont besoin d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment le transport et on se rend compte toujours que c'est vraiment la notion de dernier kilomètre qui est compliquée puisque c'est loin de chez soi et que c'est vraiment sur ce manque d'informations-là. Et donc, on va avoir l'accessibilité autour du lieu, on va avoir l'environnement. On ne l'a pas vu tout à l'heure, mais en effet, on est capable de qualifier l'accessibilité du réseau de transport à côté, des places de parking. Donc, on va avoir vraiment cette notion de maillage territorial qui est importante et qui est aussi l'occasion aujourd'hui de vous présenter pour aller plus loin déjà par rapport au beau travail qui a été fait avec la région, le territoire numérique et l'APF, mais vraiment pouvoir offrir un maillage territorial sur la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été évoquées ou pas. Alors, merci en tout cas, Caroline, pour cette présentation très claire. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, ce qui est plutôt généralement bon signe aussi. Pas mal. N'hésitez pas à les poser dans la question-réponse. Il nous reste encore quelques minutes. Voilà, donc là, vous retrouvez effectivement le mail de contact de Caroline si vous avez des questions à lui poser. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir peut-être conclure. J'espère que c'était clair. À la preuve. Que c'était efficace. Ok, merci. Si vous avez des questions en général sur le webinaire, n'hésitez pas à les poser tout de suite, ou vous avez quand même la possibilité de les poser plus tard
via notre mail de contact ou directement via les mails des intervenants que vous allez pouvoir retrouver sur le pad. En tout cas, merci à tous. On n'a que dépassé de 4 minutes. Dingue. Bien sûr que nous allons vous faire à la fin un compte-rendu que nous vous enverrons via une newsletter que vous partagera via notre site internet. Vous pourrez retrouver les présentations des différents intervenants. N'hésitez pas à nous poser des questions via notre mail contact@mednum-bfc.fr, à vous inscrire à notre newsletter. Merci à tous les intervenants. Merci Mathieu, Caroline, Romain et Sébastien. Et merci à Gilles aussi pour son intervention. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau webinaire Mednum BFC. Merci à vous. Merci à tous.